comme moi, ils sont traités comme moi. Pour ceux qui rejoignent l'antenne, bienvenue dans cette deuxième partie de BELS, bien-être, les loisirs et la santé. Nous retrouvons nos invités du début, de NETEM. Et bien évidemment, j'ai manqué à mes devoirs dans cette première partie, puisque je devais y présenter le livre qu'a écrit notre philosophe, Fugitif ou Quotu. Pouvez-vous nous en parler rapidement ? Oui, alors dans ce livre, j'ai essayé de faire du marronnage un objet philosophique à part entière, c'est-à-dire, pour moi, ça ne suffit pas de mettre en valeur des histoires de résistance, il faut tirer de ces histoires, de ces mémoires, des concepts, des façons de voir le monde. Comme par exemple, quand on parle de l'histoire des pirates, enfin de la piraterie, on peut se contenter de faire une histoire qui raconte des faits, ou on peut faire de la piraterie un concept, comme par exemple pour Internet. Et pour moi, la figure du noir marron ne vaut pas juste pour les afrodescendants. C'est aussi une figure de résistance qui parle à notre époque, puisque le marron, c'est celui qui disparaît par excellence, c'est celui qui maîtrise l'art de la métamorphose, de l'invisibilité, l'art de disparaître. Et comme on est dans une société de contrôle, de cyberflicage, on le voit là avec la loi de sécurité globale. C'est d'actualité. Oui, plus que le pirate encore, le marron. Et au-delà, la sécession marronne, c'est-à-dire la capacité de créer dans son repli, de déplier dans son repli en forêt de nouvelles sociétés, enfin, comme ça a pu se passer à La Réunion, en Guyane, dans les Amériques en général. Ça aussi, on a besoin de créer de nouveaux mondes. De NETEM, voilà. De NETEM, quand je vous ai rencontré pour la première fois, vous m'avez séduit par une phrase très simple dans l'introduction de votre intervention. Vous disiez, c'était peut-être pas ces mots précis, mais c'était « J'en ai marre de cette philosophie inaccessible où les gens doivent aller prendre un dictionnaire, ils s'arrêtent au bout de la deuxième page. » On ne comprend pas les philosophes toujours, et là on vous comprend, c'est agréable. On voit aussi que la philosophie sert à l'actualité, on parle de marronnage et vous le reliez forcément avec ce qui se passe aujourd'hui. Dans votre deuxième livre, justement, là je pourrais encore moins en parler, parce que en portugais, si je lisais, je dirais « Como est... » Non, je préfère que vous le fassiez vous-même. Ouais, je vais le dire en français, c'est plus simple. Cosmopoétique du refuge. Ça parle de quoi ? Ça parle toujours des formes du marronnage, mais pas seulement. Enfin, pour moi, ça me permet de penser les formes de résistance, de lutte qui sont furtives, qui sont discrètes. C'est-à-dire on ne va pas forcément être dans l'affrontement. On va être un peu plus malin, parce que quand on a en face de soi un ennemi qui est beaucoup plus puissant, qui a un appareil militaro-policier, de surveillance, tout ce que... attaquer ce système à découvert, c'est forcément... être vaincu d'avance. Et l'art, par exemple, c'est une façon d'attaquer l'ordre dominant, mais d'une façon détournée. L'art, quelque part, c'est aussi de l'ordre du marronnage. Et dans Cosmopoétique du refuge, je vais au-delà. Enfin, je parle aussi de la question, ce qu'on appelle anthropocène, mais qu'on devrait plutôt appeler plantationocène. C'est-à-dire cette période de dévastation où l'humanité, entre guillemets, est devenue... une force qui transforme le monde au point de le menacer de disparition. On scie la branche sur laquelle on est, on coupe la branche sur laquelle on était assise. Oui, sauf que en fait, le problème de la notion d'anthropocène, c'est que ça présuppose que l'humanité est quelque chose d'uniforme et que c'est toute l'humanité qui est responsable. Est-ce que vous pensez que les Amérindiens d'Amazonie, les Papous, la plupart des peuples d'Afrique, etc., ont une responsabilité dans le désastre que nous vivons. Alors, effectivement, cette question... On ne peut pas utiliser le terme anthropocène, pour moi, et le cœur, la matrice de la dévastation que nous vivons, c'est la plantation. Et vous êtes bien placé pour le savoir, puisque vous faites partie des îles à sucre, où ce laboratoire de la monoculture industrielle qui rend compte de l'apparition de pandémies comme le Covid,
cette première monoculture industrielle qui a autant exploité la nature que des humains les esclavagisés, c'est cette matrice-là qui est à l'origine en fait de la dévastation. Des gens s'interrogent, pour répondre pour le cas de la Réunion, s'interrogent de la pertinence ou non de la canne et de la capacité à obtenir l'autosuffisance alimentaire si la canne était en tout cas remplacée par des cultures vivrières. Ça dégagerait beaucoup de terrain. Moi, je ne maîtrise pas trop le sujet. Par contre, quand vous dites que l'art nous interroge, Florence, vous, dans l'art, est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de vous interroger sur notre sujet de tout à l'heure, l'endométriose, la souffrance muette de ces femmes, parce que vous interrogez déjà la souffrance? Oui, disons que je ne rentre pas spécifiquement dans un thème comme l'endométriose. On est sur les mots MAUX de manière générale, sur lesquels on arrive plus ou moins à poser des mots MOTS, et c'est ce que, à travers démaillé, je cherchais à questionner en fait. C'est comment se sortir de ces nœuds. C'est tout ce qui nous nos estomacs, nos intestins, là, l'utérus de la femme. Je ne suis pas allée, je t'avouerai, sur cette question-là, mais c'est vrai que après le traitement de toutes ces informations de Kaniki, l'histoire de Marie-Thérèse Gaspe, de Valérie Andanson, de Jean-Philippe Jean-Marie ou Jean-Maurice Prudent, tous ces enfants qui venaient de la Réunion, qui ont été déplacés, voilà, c'était une charge émotionnelle quand même assez forte, et puis d'autres livres que j'ai continué à lire. Et en résonance aussi avec ce qui se passait à travers le monde, les méga-feux en Australie, les violences policières contre notamment les Noirs aux États-Unis, les violences policières en général. Tout ça était un trop-plein pour moi. Je me suis dit, mais où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Voilà, le mot l'arrivée, là, dis-moi, là, on a besoin de démarrer avec tout ça, là, voilà. Florence, quand vous parlez de violence, et ça m'évoque dans ce mois de la femme, les violences faites aux femmes, bien sûr, ça existe malheureusement. Plusieurs violences, elles sont symboliques, elles sont parfois même physiques. Et là, Madame Cuche, oui. Qu'est-ce que vous avez à nous proposer de ce côté? Sur la question des violences faites aux femmes, il y a beaucoup à dire, mais en tout cas, il y a des associations qui existent d'accompagnement. Vous pouvez aller sur le site internet orvif.re, orviff.re, où vous allez retrouver toutes les associations justement qui se battent contre les violences intrafamiliales, contre les violences faites aux femmes. Et là encore, bien sûr, on le rappelle, les violences faites aux femmes ont des conséquences collatérales sur les enfants, sur tout l'environnement, sur la belle famille, sur ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. C'est un vrai drame. Oui, bien sûr que c'est un vrai drame, mais il y a des choses qui sont faites pour les accompagner, mais souvent elles ne le connaissent malheureusement pas. Donc une émission comme celle-là nous permet aussi de faire passer le message. Il y a des numéros de téléphone, envoyer un texto au 114 par exemple, appeler le 3919. Alors je précise, le 114, il est accessible à tous ceux qui ont besoin d'une aide, que ce soit d'une aide médicale ou que ce soit d'une aide où on ne peut pas parler, on doit rester dans le silence. Oui. Et donc, on peut envoyer un SMS. Oui. Par exemple, pour les gens qui ne peuvent pas parler, qui sont donc dans cette difficulté physique, ils peuvent utiliser le SMS et le service reverse vers le destinataire approprié. Et le 3919 ? Et le 3919 est un numéro d'écoute mis en place par le gouvernement pour accueillir justement les appels de femmes en souffrance et les réorienter et les accompagner. Très bien. Dans ce mois de la femme, revenons à des choses plus joyeuses, à la danse et à la pratique donc des activités physiques et corporelles. Et Emeline Lott, justement, si on faisait le lien avec l'endométriose, est-ce que dans vos études, vous avez croisé des amis qui faisaient STAPS, donc qui étaient sportives, et qui présentaient ce problème? Alors, non, pas directement ou pas à ma connaissance. Oui, peut-être aussi. C'est ça. Donc, comme on a pu le dire précédemment, c'est pas quelque chose qu'on va forcément aller créer sur tous les toits. C'est quelque chose qui reste assez tabou, quelque chose qui n'est pas connu. Donc, encore une fois, pas à ma connaissance. Mais pareil, on n'a pas forcément eu de formation directement liée à l'endométriose. Mais c'est vrai que j'ai eu un retour comme quoi les gyms plutôt douces, comme le yoga, le pilate,
la Gym Tao qu'on a pu déjà aborder, serait un bon entrain justement à cette maladie. Et lorsque certaines le peuvent, donc enchaîner sur peut-être de la course ou des sports un peu plus physiques. Oui, puisqu'il y a une période où elle est beaucoup plus présente, cette maladie, pendant les règles, effectivement. Et puis peut-être aussi que les éducateurs sportifs, les professeurs d'EPS, avec un certificat médical spécifique, pourraient peut-être augmenter la bienveillance. Mais en même temps, c'est vrai que c'est difficile de différencier ceux qui abusent de ces maladies non visibles pour se cacher derrière et celles qui sont vraiment concernées. Est-ce qu'il y a moyen de le faire? Je ne sais pas. En tout cas, Florence, vous avez des méthodes à proposer. C'est un scoop. Alors, des méthodes, je ne sais pas. En tout cas, la vôtre, je veux dire. Voilà, oui, d'accord. C'est vrai que à un moment donné, je me suis aussi posé la question si j'étais pas une de ces femmes qui avait de l'endométriose, puisque j'avais aussi quelques douleurs qui étaient normales, comme on nous a toujours dit. Et c'est vrai on m'a dit, effectivement, vous en avez une petite. Voilà. Et c'est vrai que moi, voilà, j'ai aussi fait STAPS, ça fait plus de 20 ans que je danse de manière professionnelle. C'est dans ces moments-là, on est obligé de continuer. Et c'est vrai que, en revanche, certainement que les douleurs n'étaient pas suffisamment élevées pour m'empêcher de bouger, parce que moi j'ai pris le contre-pied de ça. Au moment où j'avais ces douleurs-là, je me rappelais des copines de l'époque qui disaient je suis indisposée, donc je peux rien faire. Moi c'était au contraire. Si ça doit être évacué, puisque au moment des règles, le corps se nettoie pour pouvoir accueillir un nouveau nid, pour concevoir après, accompagnons-le dans le mouvement, en fait. Voilà, quelle était ma philosophie. Donc, de le faire en dansant, d'être beaucoup dans les torsions, justement, pour permettre... Mais c'est une vision que j'ai, c'est une solution que j'ai trouvée pour moi, en tout cas. Si ça me tord, allons dans le mouvement, allons accompagner cette torsion intérieure pour libérer. Et pour moi, ça fonctionnait maintenant. Je ne sais pas si ça fonctionnerait sur tout le monde. On peut le préciser. Si c'était votre choix, c'est lié à votre personnalité, à votre tempérament, peut-être aussi à l'intensité que vous viviez. Et peut-être que d'autres femmes n'auraient pas du tout ce choix, on l'a vu, le côté incapacitant. Justement, cette façon de se tordre, de se détordre, de se mailler, de se démailler, ça me ramène à votre deuxième spectacle, qui est la continuité de Kaniki, qui est démaillé. Et pour cela, vous vous êtes fait accompagner par un philosophe que nous connaissons déjà, et qui donc a questionné, interrogé cette thématique. Denetem, dans ce spectacle d'émaillé, quelle part vous avez pris? Comment vous avez travaillé avec? Ça a commencé par un dialogue, donc elle m'a fait part de son désir de travailler sur ces nœuds qu'elle ressentait en elle, aussi bien les nœuds intimes que ceux liés en fait par exemple aux problèmes écologiques, aux violences dans le monde, au racisme, etc. Donc elle voyait des problèmes un peu partout, donc elle voulait démailler ça. Et donc moi, pour que ça ne tombe pas dans le psychologique, au mauvais sens du terme... Oui, que vous restiez dans votre domaine de la philosophie pour interroger, non? Non, c'est pas ça. On a tendance en Occident à réduire tout à l'individu, comme s'il était détaché du monde, etc. Oui, vous êtes plutôt dans l'intégration de l'individu qui est un élément de l'ensemble. De fait, on est dans le monde. Bien sûr, mais c'est votre perspective. Par exemple, le Covid, ça montre qu'on est peuplé par un peuple invisible qui est celui des bactéries, des microbes, des virus. On n'est pas un monde dans le monde. Et l'Occident nous amène en fait à nous concevoir comme un atome. Individu, c'est-à-dire indivisible en fait. Et alors que dans toutes les autres sociétés, on ne pense pas la personne, le sujet, l'humain, en dehors de tout ce qui le traverse. Votre approche me plaît d'autant plus que j'ai une forte appétence pour les arts martiaux et la culture asiatique qui, en général, englobe une vision assez périphérique de l'individu. Oui, le microcosme n'est pas dissociable du macrocosme. Tout à fait. Le corps n'est pas dissociable de la Terre. Par exemple, le Feng Shui, c'est les lignes d'énergie sur le territoire. On ne peut pas dissocier ça des lignes d'énergie dans le corps. C'est une évidence. Il faudra vraiment que je vous fasse revenir quand on parlera d'énergie, parce que ça me plaît beaucoup. Donc là, il s'agissait de mettre en résonance les mots de l'âme, entre guillemets, avec les mots de la société, les mots historiques, les mots de la terre, les mots politiques, toutes... et d'où en fait le recours aussi à des figures un peu mythologiques,
on a puisé dans les legs aussi de la Réunion. Au-delà de Jaco, en fait, dans la figure d'Hanuman, par exemple, ou du roi des singes, ou la figure aussi de Anansi, qui n'est pas liée à la Réunion, mais qui est quand même liée au monde afro, c'est l'araignée. Par exemple, le singe, dans les cultures chinoises et indiennes, loin d'être quelque chose qui va rabaisser, enfin, parce qu'on adore, c'est un des principes de la négrophobie, c'est on croit rabaisser le nègre, entre guillemets, en le mettant toujours en relation avec le singe, d'où les jets de bananes dans les stades encore aujourd'hui, alors que dans ces cultures, loin de cette bêtise, le singe est celui qui incarne par excellence l'agilité, non seulement de corps, mais l'agilité d'esprit. Vu sous cette perspective, ça pourrait presque être un compliment, oui, mais bien sûr, ce n'est pas l'intention. C'est ça. Mais justement, il y a un moment où le regard du maître, comme dit Césaire, le nègre il t'emmerde, le singe il t'emmerde en fait. Faut être un peu, c'est de l'autodéfense quoi. Moi justement, quand j'entends tout ça, j'ai, de par ma formation, systématiquement un mot qui me vient à l'esprit. Je ne sais pas si vous avez le même, Emeline. La danse-thérapie. C'est-à-dire que là, moi, ça m'évoque ça. Une thérapie individuelle ou peut-être collective. Oui, dans les propos qu'on a pu entendre, c'est vrai qu'on a l'individu, mais on a aussi le monde donc, dans lequel on vit. Donc, comme j'ai pu dire, j'ai eu l'occasion de travailler donc, avec Florence il y a un moment de cela. Donc, je ne suis pas très vieille, hein, mais 2016. C'est vrai que ça remonte quand même à 2016. Donc, c'est vrai que je pense que c'est ma première approche que j'ai eue avec la danse-thérapie, de vraiment se mettre... Donc de trouver la place de l'émotion, de l'histoire qu'on veut raconter. Et par la suite, dans ma formation STAPS, donc, j'ai eu l'occasion de travailler donc, avec Marie Chiron. Oui, Marie Chiron, que je connais, qui fait un excellent travail de ce côté. Ça. Donc, on la salue bien. De très bons cours donc, de danse-thérapie qui nous permettent d'intérioriser et d'extérioriser toutes les émotions et tout ce qui va se passer donc, autour de nous et en nous. Donc voilà, c'est exactement ça. Alors là, la transition est toute trouvée. Madame Cuche, avec... tous ces mots, thérapie, danse-thérapie, la perspective de Denethème qui considère l'individu dans un ensemble et non pas de façon isolée. Comment vous le voyez-vous de votre point de vue de psychologue? Je rappelle que Mme Cuche est psychologue. Ce que vous disiez tout à l'heure, Denethème, ça m'a interpellée et ça m'a rappelé ce que disait tout à l'heure Anastasia sur les souffrances qui amènent à ne plus pouvoir rien faire. En fait, à ce moment-là, la personne, en fait, elle se coupe du reste du monde. Elle se replie sur elle-même et souvent c'est ça, hein, c'est être replié dans son lit, dans la position fœtale et en fait on se coupe du monde quand on n'est pas compris justement. Par contre, quand il y a la reconnaissance de la maladie, comme le disait Élodie tout à l'heure, enfin le diagnostic est posé, il est compris, on peut en parler. Alors là, en fait, finalement on se rouvre au monde et finalement la souffrance elle prend une autre dimension, je pense. Pour la Creuse, on avait le diagnostic posé avec Kaniki et on a une continuité parce qu'il y a des choses derrière, hein, ça continue à se démailler. Florence Boyer. Alors, effectivement, danse-thérapie, évidemment, moi, en tant que réunionnaise et étant aussi chercheuse en anthropologie où j'ai travaillé sur la danse Maloya a fait partie de cette thérapie. Si on doit mettre ces mots contemporains aujourd'hui, mais c'est pas de cette manière-là qu'il l'abordait. Et là, en plus, l'occasion de cette journée de la femme, de mettre à l'honneur celle qui m'a aussi transmis ces pratiques, Marie-Marthe Vazaline, qu'on connaît plus sous le nom de Madame Baba, auprès de qui j'ai fait... Quel joli nom. Voilà, exactement. Et qui m'a transmis donc ce rituel service cabaret dans lequel le Maloya était perpétué dans ce cadre intimiste familial. Et c'est ce qui a permis d'ailleurs, hein, c'est par ces actes de résistance, de faire que le Maloya, on continue à le voir aujourd'hui sous forme dansée, sous forme musicale. Un peu comme le Moringue qui a dû résister de façon déguisée et cachée. Tout à fait. Tous les peuples ont cela de commun, où qu'ils soient sur la terre, quelle que soit l'époque, si je ne me trompe pas, vous me reprenez, ils dansent.
Et ils chantent. Exactement. D'où c'est l'une des premières formes de thérapie, je dirais, naturelle, puisque c'est le moment de transcender ces émotions négatives en quelque chose qui va nous dépasser, où on lâche prise, on laisse le corps agir, on se déconnecte. Et pour laisser, donc là dans le service cabaret, comme disait Madame Baba, c'est Bonzan 7, il vient causer avec moi dans mon rêve et il dit à moi, fais ça. Mais c'est tout un rituel qui participe à cette guérison en fait. Et c'est pour ça que dans Kaniki, je me suis vraiment basée sur le Maloya, la danse Maloya, puisque j'en ai fait la notation labane de cette danse, parce que la danse s'écrit aussi, comme la musique s'écrit sur une partition. Et pour rendre compte, pour faire écho à cette dislocation des familles, j'ai déstructuré ces fondamentaux de la danse Maloya. Et ce qui donne un Maloya, on pourrait dire aujourd'hui contemporain, un Maloya complètement disloqué, mais c'était pour rendre écho, pour faire écho à cette histoire de comment sont les gens aujourd'hui. Ils sont debout, mais ils sont cassés, alors, le corps est cassé. Je vous propose déjà de retrouver en image avec le teaser ce que ça peut donner d'émaillé. Oui, Florence, donc d'émaillé, on voit effectivement des corps qui se tordent et se détordent et des esprits certainement qui suivent le même chemin. Alors, la torsion n'est pas forcément mauvaise dans le corps. Elle peut aussi aider, comme en yoga. Il y a beaucoup de postures qui permettent d'aller compresser au maximum certains organes pour mieux, ensuite, une fois dans le démaillage, de faire pénétrer l'oxygène et libérer le corps. Donc ce qu'on voit dans le fait d'être maillé n'est pas toujours négatif. De la même manière que pour pouvoir parfois avancer dans la vie, on a besoin de nouer des relations, on a besoin de rencontres, on a besoin des autres, d'être avec les autres. On a ce même principe dans les pratiques de gymnastique douce sur l'énergétique. Voilà. Tout à fait. Et c'est vrai que ce concept de mailler, démailler était aussi éclairé par Denetem Tuambona, où il me disait effectivement que dans ce monde, si on continue à exister, c'est aussi parce qu'on noue des liens. Et c'est parce qu'on noue des liens qu'on se renforce et qu'on crée ces puissances de résistance, puisqu'on était beaucoup sur ces discussions-là. Aujourd'hui, le fameux démailler, pour moi, c'est cette rencontre avec nous-mêmes, avec notre double. Voilà. Denetem, alors on va vous laisser la conclusion. Oui, ça tombe bien, parce que mailler, démailler, donc démailler, ça peut être démailler les liens toxiques, par exemple, les relations toxiques, mais mailler, ça peut être se réinscrire dans les mailles des mémoires profondes, à travers des pratiques comme le service cabaret, par exemple, mais entre autres, et aussi dans les mailles du vivant, aussi. C'est-à-dire que la thérapie, c'est-à-dire, on ne peut pas réduire ça, pour moi, le audio entre un patient et un thérapeute, ça peut être un aspect, mais ça suffira jamais si on n'opère pas cette réinscription. Et par rapport au marronnage, par rapport aux questions de résistance, pour terminer sur une note positive et sur le rôle fondamental des femmes, c'est par excellence, dans toutes les cultures, et en particulier chez les afrodescendants, les gardiennes de la mémoire. Et il n'y a pas de
résistance possible s'il n'y a pas de transmission de mémoire. Sinon, on reste dans une zombification parce que le maître fait tout pour nous déposséder de notre mémoire, pour nous aliéner, y compris Alors, encore aujourd'hui, avec quand on votre- les donne, par exemple. Avec votre analyse, votre enrichissement, votre éclairage, ça ne donne qu'une envie, c'est d'aller voir ce spectacle, revoir Kaniki, et vous allez nous dire justement, parce que je crois que dans la tournée, vous le faites même pour les gens de métropole. Exactement. Alors, le programme de la compagnie Armaillage, dont je suis la chorégraphe, c'est de diffuser donc cette pièce qui continue à être sollicitée, notamment dans le réseau de la protection de l'enfance, sur Nantes notamment. Nous allons donc jouer aussi à Boulogne-sur-Mer, au Festival d'Avignon off, si les conditions sanitaires le permettent. Nous souhaitons aussi organiser une tournée à La Réunion, parce que la pièce n'a pas beaucoup tourné dans l'île, parce que j'étais beaucoup de l'autre côté, et également dans la zone océan Indien. D'ailleurs, il y aura cette expérience de reconnecter les danseurs réunionnais avec cette pièce, puisque jusqu'à maintenant, ce sont des gens qui n'ont pas connu l'expérience de la danse Maloya. Donc voilà, ça sera... En tout cas, merci Florence. Il ne me reste plus qu'à vous dire merci de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons donc tous les samedis à 12h10 avec une rediffusion le jeudi à 16h30. Et pour la même émission, elle reste visible pendant 2 semaines avant d'être disponible sur la chaîne YouTube Bells. Merci à vous. Bonne journée. Différents, ils sont comme moi, ils sont traités comme moi.